La neutralité en politique. La neutralité en politique, mythe commode ou stratégie de domination. Oui, la neutralité en politique. Est-ce que c'est une fiction utile? Un récit opportun? Un alibi idéologique? Ou alors un instrument de pouvoir, une stratégie d'influence, un outil de soumission, je veux dire, un mécanisme de contrôle. Chers amis, bonjour. Je suis Germain Sewi, journaliste, écrivain, directeur de publication de l'Horizon Info.net, cyberconférencier. Alors, la neutralité en politique, est-ce que c'est un mythe commode ou une stratégie de domination? Alors, nous allons définir la neutralité. La neutralité peut se définir comme l'absence volontaire de prise de position en faveur d'un camp, d'une opinion ou d'un intérêt particulier. Elle suppose distance, retenue et impartialité. Dans certains domaines, je vais parler de la justice, la diplomatie, de la science, du journalisme. Elle est érigée en principe fondateur. Mais un principe n'est pas toujours une réalité vécue. Il est parfois davantage une boussole qu'un état stable. En politique, la neutralité est souvent invoquée comme une posture vertueuse. Comme une posture vertueuse, gouvernants, institutions, administrations, médias ou partenaires internationaux s'en réclament pour justifier, s'il vous plaît, leur décision ou leur silence. Neutralité. Neutralité. Chers amis, mais derrière ce mot apparemment consensuel se cache une question centrale. Une question centrale. La neutralité existe-t-elle réellement en politique? Est-ce que vous êtes sûr, persuadé qu'en politique, la neutralité existe vraiment? Ou alors elle sert surtout à masquer des choix déjà orientés, des choix déjà biaisés, conditionnés, téléguidés? Chers amis, quel est le débat aujourd'hui? La neutralité politique comme construction discursive, comme habillage rhétorique, comme, je veux dire, comme baratin politique, pour parler plus simplement. Chers amis, en théorie, la neutralité politique signifie l'absence de favoritisme, l'égalité des traitements et le respect des règles communes. Elle est associée à l'État. État lui-même censé être au-dessus des partis. Au-dessus des partis. Et également, elle est liée à certaines institutions, je veux dire, dites indépendantes. Mais le chef de l'État lui-même, pour le cas de la Côte d'Ivoire, se trouve être chef d'un parti politique, RHDP, donc partisan. C'est pourquoi il n'est pas exagéré d'affirmer que cette neutralité-là, qui est proclamée, est avant tout une construction discursive, donc un baratin politique. Ce sont des arguments, de simples mots de la stratégie pour
pour convaincre, pour justifier, pour légitimer, pour émouvoir, pour discréditer. Chers amis, l'État n'agit jamais dans le vide. L'État n'agit jamais dans le vide. L'État tranche. L'État arbitre. L'État redistribue. L'État sanctionne. Et chaque décision publique produit des gagnants et des perdants. Oui, chaque décision de l'État produit donc des gagnants et des perdants. Je vais donner deux exemples. Deux. Le premier exemple, la construction d'une voie publique, d'une route publique. La construction d'une voie publique, on a vu le quatrième pont a occasionné des travaux à Djamé village. Donc l'État décide donc de construire une route. Et les gagnants sont les usagers qui gagnent du temps et qui réduisent leur coût de transport. Donc, les usagers qui gagnent du temps. Ils vont vite au travail. Et donc, aussi la réduction de leur coût de transport. Nous avons également les commerçants et les producteurs dont l'accès au marché est amélioré, est facilité. Les commerçants vont vite au travail, on a accès facilement aux commerçants, on a accès facilement aux producteurs, etc., etc. Chers amis, mais il y a aussi des perdants. Il y a aussi des perdants. Ce sont les propriétaires qui sont expropriés ou déplacés. On a vu donc ce qui s'est passé à Djamé village, où il y a eu une levée des boucliers. Parce que, des boucliers des populations. Parce que les gens, certains se sont plaints. Parce que, bon, on a cassé leur maison, on a détruit leur maison, que certains n'ont pas été dédommagés comme se doit, etc., etc. Donc, il y a des plaignants, il y a des perdants. Également, il y a les activités économiques qui sont contournées par le nouveau tracé, par le nouveau pont. Donc, ça fait des perdants. Alors, la décision vise l'intérêt général, on le sait, mais ces effets ne sont pas identiques pour tous. Ces effets ne sont pas les mêmes pour tous. Deuxième exemple, la réduction ou la suppression d'une subvention. La réduction ou la suppression d'une subvention. Lorsque un gouvernement supprime une subvention sur un produit, il se passe des choses, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et donc, quels sont les gagnants par exemple ici? Les finances publiques qui gagnent ici grâce à la baisse des dépenses. Et puis nous avons les acteurs économiques qui gagnent en autonomie et en compétitivité à long terme. Voyez-vous? Mais les perdants, parce qu'il y a des perdants. Les perdants sont les ménages modestes qui subissent une hausse immédiate des prix. Oui, mais les prix augmentent, puisqu'il n'y a plus de subventions. Et puis, nous avons aussi les petits acteurs fragiles qui dépendaient de cette aide-là, qui dépendaient de cette subvention. La décision peut donc être économique, mais socialement coûteuse pour certains. Socialement coûteuse pour certains. Dès lors, chers amis,
prétendre à une neutralité totale relève davantage du langage politique, je veux dire performatif, déconnecté des faits que de la réalité. Alors, parlons de la neutralité comme outil de conservation du pouvoir. La neutralité comme outil de conservation du pouvoir. Dans les faits, chers amis, la neutralité est souvent mobilisée, convoquée par ceux qui détiennent le pouvoir. Elle devient un instrument de stabilisation de l'ordre existant. Face à une contestation sociale, à une crise électorale ou à des accusations de dérive autoritaire, par exemple, l'appel à la neutralité sert à disqualifier la critique, à apaiser la critique. L'État ne fait qu'appliquer la loi. Les institutions sont neutres. La justice suit son cours, etc. Or, la loi elle-même est un produit politique. La loi elle-même est un produit politique. Elle est votée par une majorité donnée dans un contexte donné. Chers amis, refuser donc de prendre parti face à des déséquilibres flagrants revient souvent à entériner ces déséquilibres. La neutralité devient alors une stratégie de domination douce. Elle apaise les discours tout en maintenant les rapports de force, je veux dire, inchangés. Oui. Alors, et les institutions indépendantes, qu'en est-il? La neutralité réelle existe-t-elle ou alors doit-on parler de dépendance masquée? Oui. Au niveau des institutions indépendantes, la neutralité est-elle réelle ou il s'agit d'une dépendance masquée? Chers amis, les commissions électorales, les cours constitutionnels ou les autorités de régulation se réclament de la neutralité. Pourtant, leur composition, leur mode de nomination et leur marge de manœuvre révèlent des ancrages politiques évidents. Lorsque une institution tranche systématiquement en faveur du pouvoir en place, la neutralité cesse d'être une vertu pour devenir une fiction institutionnelle. Chers amis, dans ce contexte, la neutralité proclamée n'est pas absence de choix, mais un choix dissimulé. Elle permet d'éviter la reddition des comptes en se réfugiant derrière la technicité, derrière des considérations administratives ou en se défaussant derrière le juridisme, derrière les contraintes procédurales, les textes, les règles. Chers amis, là aussi je vais prendre deux exemples. Premier exemple, le blocage administratif d'un dossier pourtant éligible. Oui, le blocage administratif d'un dossier pourtant éligible. Une administration peut affirmer, je veux dire, sa neutralité en déclarant qu'un dossier ne peut être traité faute d'une pièce
jugés non conformes, alors même que des dossiers similaires ont été validés auparavant dans les mêmes conditions. Chers amis, en se retranchant derrière la technicité du formulaire, l'interprétation stricte d'un article du test ou une exigence procédurale secondaire, le décideur évite d'assumer un arbitrage politique ou managérial. La neutralité affichée masque alors un choix réel, celui de retarder, d'exclure ou de filtrer certains bénéficiaires sans en répondre publiquement. Deuxième exemple, l'invocation du juridisme pour suspendre une décision attendue. L'invocation du juridisme, des complications procédurales pour suspendre une décision attendue. Dans un contexte de crise ou de revendication sociale, une autorité peut justifier son inaction en invoquant le respect scrupuleux des textes, des règles, des délais légaux ou des circuits de validation interministérielle. Officiellement, vous pouvez le comprendre, il s'agit de respecter la loi. Mais en pratique, ce juridisme devient un paravent qui permet d'éviter la reddition des comptes et de diluer, si vous voulez, la responsabilité. Le refus de trancher est présenté comme une obligation technique, alors qu'il constitue un choix stratégique assumé en creux. Chers amis, dans les deux cas, la neutralité n'est pas synonyme d'impartialité, mais une posture qui protège le pouvoir de la critique en transformant, des décisions politiques en simples contraintes techniques. Alors, chers amis, parlons maintenant de la neutralité des citoyens. Quand nous parlons de neutralité des citoyens, nous parlons d'une abdication démocratique, d'un abandon des principes démocratiques, d'un renoncement, d'une mise entre parenthèses du jeu démocratique. Chers amis, du côté des citoyens, donc, la neutralité est parfois présentée comme une sagesse ou une maturité politique. Or, dans un système démocratique, l'indifférence n'est pas une neutralité vertueuse, mais une abdication, une démission, une capitulation, une trahison même. Ne pas s'exprimer, ne pas voter, ne pas s'indigner face à l'injustice, c'est laisser d'autres décider à sa place. La neutralité citoyenne profite rarement au changement. Rarement au changement. Elle bénéficie toujours, ou presque, au statu quo, donc au pouvoir en place. Alors, en conclusion, nous pouvons dire qu'il faut dépasser la fausse neutralité. Il faut dépasser la fausse neutralité, chers amis. En politique, la neutralité absolue n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des choix assumés ou des choix camouflés. La véritable exigence démocratique n'est donc pas la neutralité, mais la transparence, la cohérence et la responsabilité. Chers amis, une société progresse
Non lorsque ces acteurs prétendent être neutres, mais lorsqu'ils assument clairement leur position et acceptent d'en répondre devant le peuple. Je vous salue.